your soul. Explorer les aspérités de la vie, traverser les émotions, rester debout dans un monde en mutation. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions pour nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Parce qu'ici, on arme les esprits. Épisode 46. Traverser une crise, 12 leviers pour garder la tête froide quand tout s'effondre. Crise de vie, crise de couple, crise existentielle, crise politique, économique, systémique. Il n'y a rien de plus universel que la crise. Nous en vivons tous, et parfois la vie se transforme même en succession de crises. Alors pour ce dernier épisode de l'année 2025, je vais vous parler de ce qui peut aider à traverser une crise. Pour ça, je vais m'appuyer sur le cadre conceptuel de Jared Diamond. À l'origine, il a pensé son modèle pour comprendre les crises systémiques. Mais vous allez voir à quel point il éclaire aussi nos crises personnelles. Jared Diamond est un professeur de géographie américain maintenant à la retraite. Il a longtemps été la référence des preppers, vous savez, ces survivalistes américains qui se préparent à la fin du monde, puis il a été repris par le mouvement de collapsologie. Cet homme fait des liens entre l'histoire, la géographie, la sociologie et la culture pour comprendre et tenter d'expliquer pourquoi les civilisations s'effondrent. Il a écrit plusieurs livres de vulgarisation dont le plus célèbre, De l'inégalité parmi les sociétés, prix Pulitzer 98 et Effondrement. Vous savez que j'aime ici particulièrement vous présenter des œuvres transversales qui peuvent nous permettre de décaler nos points de vue. Eh bien, Jared Diamond fait partie de ces personnes. Alors, pour la petite histoire, il est marié à une psychologue clinicienne et il dit lui-même que les discussions avec sa femme, qui lui racontait les étapes par lesquelles passaient ses patients en crise, ont beaucoup nourri sa réflexion. De là à dire que derrière tout homme brillant, il y a toujours une femme remarquable, il n'y a qu'un pas. La crise, rupture, décision et réaction de survie. La crise, c'est quoi ? Eh bien, selon le Larousse, c'est une rupture d'équilibre, un moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe ou dans le déroulement d'une activité. C'est une période, une situation marquée par un trouble profond. Le mot crise vient du grec krisis, qui signifie décision ou moment critique. C'est donc un point de bascule et souvent une situation qui exige une prise de décision majeure. On confond souvent trois réalités: la transition, la crise et le trauma. Une transition, c'est le passage d'un état à un autre. Certaines transitions se font en douceur, d'autres sont plus difficiles et inconfortables. Une crise, c'est une transition qui bascule dans la rupture. L'équilibre se rompt, la continuité habituelle s'effondre, et tout ceci nous met devant une nécessaire décision. Et un trauma, c'est quand l'événement ou l'accumulation d'événements déborde nos capacités d'adaptation au point de laisser une empreinte durable en nous. Autrement dit, toutes les crises sont des transitions, mais toutes les transitions ne deviennent pas des crises. Et une crise n'est pas forcément traumatique. Dans une crise, si l'on ne prend pas de décision, le risque, c'est l'aggravation. C'est une période de rupture. Et pourtant, l'enjeu est d'assurer une certaine continuité pour ne pas que les personnes ou le système disparaissent. Certains diraient qu'il s'agit de s'adapter, d'autres d'être résilient. Les managers diraient « il faut être agile ». Et souvent, en tant que simple personne qui vit une crise, on se dit juste « je vais essayer de survivre ». Dans tous les cas, un moment de crise désorganise. Le fonctionnement habituel est franchement bousculé et l'organisation quotidienne est impactée. Se préparer ? Quel intérêt ? La crise est caractérisée par l'urgence. Une urgence vécue comme vitale par la personne ou le système, sans compter que ces ruptures sont souvent imprévisibles. Tout l'enjeu pour une société
est donc d'essayer d'anticiper des scénarios de crise afin de s'y préparer. Et c'est d'ailleurs un peu ça que les survivalistes américains font quand ils amassent leurs boîtes de conserve et font leur stage de bushcraft en forêt par -12. Alors certes, ils le font de manière un peu caricaturale et c'est probablement pour ça que certains se moquent d'eux. Pourtant, quand on y réfléchit, ça n'est pas si bête. Je veux dire, ça n'est pas si bête de se préparer à une crise potentielle. Alors vous allez me dire, oui, mais si on se prépare à une crise qui n'arrive jamais, eh bien, on aura perdu notre temps. Alors là, je vous le dis tout net, c'est faux. Et ce pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, les crises, comme on va le voir, ont des caractéristiques communes. Donc développer certaines compétences d'adaptation, c'est intéressant. Et surtout, on pourra les transposer dans d'autres situations. Le fait de savoir qu'on peut compter sur nous-mêmes, jusqu'à un certain point bien sûr, ça permet de traverser la crise de manière plus calme, plus posée. Raison numéro 2, se préparer et donc être actif, ça permet de reprendre du pouvoir sur quelque chose qui, si ça nous tombe sur le coin de la tête comme ça un matin, nous aurait paru insurmontable, inconnu et nous aurait laissé littéralement désarmés. Se préparer renforce donc un sentiment de sécurité interne. Raison numéro 3, se préparer en groupe renforce la cohésion, ça donne du sens, ça renforce les liens. Savoir qu'on peut compter les uns sur les autres, c'est quand même très sécurisant, vous ne trouvez pas ? Raison numéro 4, c'est aussi une bonne raison de lâcher les écrans et de retourner dans la vraie vie. Et se préparer à la crise, ça peut être ludique. On peut par exemple le faire via des jeux sérieux ou serious game. Donc l'enjeu, ce n'est pas de jouer à Madame Irma et de savoir exactement quel type de crise on va vivre. Non, l'idée ici, c'est plutôt de se mettre en condition pour être capable de traverser une crise, quelle qu'elle soit. Il s'agit de préparation mentale, mais qui passe par l'action du corps et l'apprentissage concret. Vous savez, tout ça me fait penser au vieil adage « Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps de prospérité, les temps de prospérité créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. » Si je résume, quand on se prépare à une crise potentielle, ça permet de conserver sa capacité d'action, de réduire l'effet de surprise et de désorganisation, et donc la détresse psychologique qui s'ensuit. Ça constitue donc une forme de prévention contre le développement d'un trauma, même si bien sûr ça ne garantit pas de l'éviter parce que vous savez que la survenue d'un trauma est complexe et plurifactorielle. Mais au moins, cela permet d'en réduire le risque. Walter Cannon, nos réactions de survie face à la crise. Puisqu'une crise active notre système de survie, il faut comprendre comment ce système fonctionne avant d'aller plus loin. Parce que oui, notre corps a des réponses toutes prêtes en cas d'urgence. Je vous emmène à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Walter Cannon est l'un des plus grands physiologistes américains. Il a notamment pas mal travaillé sur l'homéostasie. Pour rappel, l'homéostasie, c'est un processus physiologique qui permet le maintien constant du milieu intérieur de l'organisme afin d'en assurer le bon fonctionnement. Mais c'est aussi Walter Cannon qui a conceptualisé le premier modèle, certes un peu mécaniciste, du combat-fuite en réaction à un stress. Certains chercheurs au début du XXe siècle ont commencé à se demander quelles étaient les réactions comportementales qui surgissaient face à un stress. Eh bien, aujourd'hui, il est admis qu'il y a globalement 3 réactions automatiques qui ne s'excluent pas les unes les autres. Face à une menace ou à un stress, on peut donc l'affronter, ce que Walter Cannon appelle le combat. On mobilise ici le système nerveux sympathique avec libération d'adrénaline pour préparer le corps et les muscles à réagir au plus vite. La fuite, qui implique les mêmes mécanismes physiologiques, et la sidération. On se fige, on s'immobilise comme si on était paralysé temporairement. Donc notre façon de survivre à une crise au niveau purement physiologique, c'est d'adopter l'un de ces 3 comportements. Si je vous dis ça,
c'est pour que vous ayez en tête que physiologiquement, nous avons bien un système de sécurité, un système de défense en cas d'urgence majeure. Mais ce système est coûteux et incertain. C'est pour ça que nous l'utilisons seulement quand nous n'avons pas le choix et quand nous y sommes acculés. Alors pour éviter d'en arriver à ces réflexes de survie, voyons un peu, pendant que nous avons encore toute notre capacité à penser, comment nous pouvons utiliser le modèle de Jared Diamond pour traverser une crise. Les 12 leviers de Jared Diamond pour penser et traverser la crise. Jared Diamond définit 12 facteurs que j'ai pris la liberté de regrouper ici en 3 grands ensembles. D'où on part, c'est-à-dire les conditions initiales, ce sur quoi on peut s'appuyer autour de nous, c'est-à-dire les ressources externes, et enfin, les ressources internes. Alors commençons à explorer tout de suite les conditions initiales. Condition initiale, identifier le problème et apprécier le terrain. La première chose, c'est d'analyser d'où on part. Et c'est aussi reconnaître que déjà, il y a un problème. Alors, ça peut paraître bête ce que je dis là, mais nombre de problèmes ne peuvent être résolus à cause de ça, parce qu'on ne veut pas ou on ne peut pas identifier correctement le problème. Je prends l'exemple typique et un peu caricatural d'un problème de communication dans le couple. Monsieur aime madame et inversement, mais madame se sent délaissée, mal aimée par son compagnon. En d'autres termes, elle n'est pas satisfaite de la manière dont monsieur lui montre qu'il l'aime. Elle ne le trouve pas assez tendre, pas assez attentionné, pas assez prévenant. Elle le vit très mal, parce que ça impacte véritablement son quotidien. Mais elle fait le choix de ne pas en parler à monsieur et rumine dans son coin. Pourquoi il a fait ça ? Avant, il me montrait que je comptais pour lui. Je suis vraiment la 5e roue du carrosse, etc., etc. Monsieur, lui, n'a absolument pas compris ce qui se jouait. Oui, je vous ai dit que c'était un peu caricatural, quoique. Il voit bien que sa femme est plus en retrait de la relation parfois. Elle semble faire la tête. Mais il ne voit absolument pas de facteur déclenchant à tout ça et se dit que ça va passer. Résultat, le problème concernant le couple n'est pas amené à être débattu dans le couple. Et chacun reste avec sa moitié du problème. Pour madame, il y a clairement un problème identifié, mais monsieur, lui, ne l'a pas identifié clairement. Le fait de ne pas communiquer sur le problème, de ne pas expliciter ce qui se passe et comment chacun ressent les choses, empêche d'en prendre conscience, de le formaliser et donc de le traiter. Parce qu'il faut dire aussi que chacun aura sa propre définition du problème. Donc avant même de chercher à résoudre un problème, il faut déjà s'accorder sur ce qu'est le problème. Par ailleurs, une fois que le problème a été soulevé, une autre chose peut bloquer le chemin vers la résolution du problème. C'est le fait d'en rejeter la responsabilité sur l'autre, sur l'environnement ou sur la société. Si je continue avec mon exemple de crise de couple, madame décide d'en parler à monsieur, mais monsieur pourrait très bien se dire « c'est son problème, moi je fais déjà tout pour elle ». Ou alors, madame pourrait très bien décider de ne pas en parler, attendant que monsieur devine le problème, ruminant de plus en plus tous les jours, se victimisant, en mode je n'ai vraiment pas de chance d'être tombée sur un homme qui n'est même pas capable de me comprendre. Il me rend tellement malheureuse. » En refusant de prendre chacun sa responsabilité du problème, on ne peut pas le prendre en charge. On reste donc passif et on continue à le subir. Alors attention, bien sûr, je ne dis pas que tout cela est facile, loin de là. Accepter sa part de responsabilité, c'est aussi accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on a sûrement commis des erreurs, qu'on a peut-être blessé l'autre. Et dans le cas du couple, l'enjeu est bien sûr la pérennité du couple. Donc un enjeu qui expose à des changements de vie majeurs, des choix qui ont été posés et construits parfois sur de longues années. Donc pas facile de remettre tout ça en cause. Pourtant, prendre sa responsabilité,
C'est le pas qui permettra ensuite de passer à l'action. Alors je fais aussi une petite digression pour être bien comprise. Il ne s'agit pas de prendre la responsabilité de tout sur soi. Et là, je fais référence à ce que le développement personnel mainstream tente de faire croire, c'est-à-dire que l'individu peut tout et a tout en lui pour résoudre toutes les crises. Eh bien non. Bien évidemment, non. Dans une crise, il faut prendre en compte tout l'arrière-plan social, les injonctions qu'il véhicule. Je pense notamment là aux crises de type burn-out. Peut-être que vous avez déjà entendu ça dans certaines institutions ou certaines entreprises. Oh, il traverse des choses difficiles personnellement. C'est pour ça qu'il se sent mal au travail. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher un facteur déclenchant personnel, là où le travail et le rapport au travail sont les principaux moteurs de la crise. Parce qu'un des déclencheurs du burn-out, c'est la confrontation entre des valeurs personnelles et des valeurs de l'organisation ou de l'institution ou de l'entreprise qui sont totalement incompatibles. À partir du moment où la personne est en surcharge chronique de travail, épuisée, et que ses valeurs entrent systématiquement en conflit avec ce qui lui est demandé de faire, c'est le crash, tout simplement parce qu'il n'y a plus de sens. Donc prendre sa part de responsabilité, oui, mais seulement sa part de responsabilité. Ce qui nous amène au point suivant. Le point suivant, c'est circonscrire le problème. Qu'est-ce qui dépend de moi ? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas et que je subis ? Qu'est-ce que je peux arrêter de subir, mais à quel prix ? Il s'agit là de délimiter le problème. Qu'est-ce qui doit changer ? Qu'est-ce qui ne doit pas changer ou qui peut rester ainsi ? Et même, qu'est-ce que je veux garder ? Parce que dans une crise, l'idée, ce n'est pas de faire tabula rasa, à moins que vous soyez kamikaze. L'idée, c'est de garder ce qui marche, de s'appuyer sur ce qui fait repère et qui est positif. Tout ça veut aussi dire s'auto-évaluer. Quelles sont mes forces, mes faiblesses, mes ressources, les progrès que j'ai déjà faits ? Où se situent mes limites ? Ont-elles changé récemment ? Et si oui, il peut être intéressant d'explorer pourquoi. Si je poursuis mon exemple de la crise de couple, il est possible que madame et monsieur aient évolué dans des directions divergentes. Peut-être qu'il est maintenant essentiel pour madame de recevoir des marques claires de tendresse, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Peut-être que les limites de chacun quant aux besoins de solitude ont évolué, ce qui peut faire décalage entre eux. Dans une telle crise, il sera important que chacun, individuellement, puisse faire son auto-évaluation, mais aussi qu'il y ait une auto-évaluation du couple en tant qu'entité vivante à part entière. Pour notre couple là, il sera par exemple crucial de reconnaître que la communication n'est pas leur point fort, mais que le sport est leur manière préférentielle de se retrouver. Et oui, ça c'est super important. Traverser une crise, c'est s'appuyer sur les ressources sans pour autant les épuiser. Donc si je résume, les 4 premiers facteurs sont 1. Reconnaître explicitement qu'il y a crise. Prendre conscience du problème sans le minimiser. 2. Reconnaître sa part de responsabilité. Comprendre son rôle et ses possibilités d'action. 3. Circonscrire la crise en identifiant clairement ce qui se passe mal et ce qui fonctionne quand même. Définir et délimiter clairement ce qui doit changer tout en repérant ce qui peut et doit rester stable. 4. Procéder à une auto-évaluation honnête et sincère des forces, ressources, progrès déjà réalisés, faiblesses et limites. Cette auto-évaluation devant être systémique. Mais passons maintenant au deuxième grand ensemble, les points d'appui extérieurs. Ressources extérieures, s'appuyer sur ce qui nous entoure. Quand on traverse une crise, on peut se sentir très seul, genre vraiment seul au monde. C'est pourquoi il est important de faire réexister ce qui nous entoure
pour pouvoir aller y chercher des points d'appui. Alors vous me direz, pourquoi je commence par les ressources extérieures et pas par les ressources internes ? Eh bien parce qu'en cas de crise, il est souvent plus facile de d'abord mobiliser ce qui est extérieur avant l'intérieur. C'est logique, hein ? Si vous tombez, vous allez d'abord chercher un point d'appui extérieur pour vous relever, prendre la main qu'on vous tend, prendre appui avec vos mains sur le sol, etc. Eh bien pour une crise, c'est exactement pareil. Alors, quelles sont ces ressources extérieures ? La première chose qui vient à l'esprit, c'est le tissu familial, amical, social. On appelle un ami, on va à l'hôpital si on se blesse, etc. Mais ça va plus loin que ça. Je poursuis sur ma crise de couple. Madame appelle une amie pour lui confier son problème. Son amie l'écoute attentivement. Bon, ne peut pas s'empêcher de critiquer un petit peu monsieur, car tout de même les hommes, mais surtout, elle va pouvoir lui dire « Nous, dans notre couple, il s'est passé ça. Et voilà ce qu'on a fait. » Ou alors, elle lui dira « Ah, mais Chapman a écrit un livre à ce sujet. Les 5 langages de l'amour, tu devrais vraiment le lire. » Que se passe-t-il là ? On va aller chercher des vécus similaires chez les autres pour voir comment eux, ils ont réussi à traverser la crise. Parce que oui, il y a quand même de grandes chances pour que la crise que vous vivez actuellement ait déjà été traversée par quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre ait déjà essayé de penser comment s'en sortir et s'en soit effectivement sorti. Et si mon couple en difficulté arrive jusqu'au cabinet d'un thérapeute ? Eh bien, ce thérapeute posera probablement ces questions. Est-ce que vous avez déjà traversé un tel problème ? Est-ce que votre couple a déjà traversé des crises et comment avez-vous fait pour les résoudre ? Pour une crise psychologique, il s'agit de regarder dans sa propre histoire, de regarder comment on a déjà surmonté des crises en général. Là, il y a plusieurs intérêts. Déjà, quand on dit ça, ça transmet cette première idée essentielle. Vu que vous êtes encore là devant moi aujourd'hui, c'est que vous avez déjà réussi à affronter des crises. Autrement dit, les ressources, vous les avez. La question n'est plus « est-ce que je vais y arriver ?», mais comment je vais y arriver à traverser cette crise ? C'est-à-dire, comment je vais mobiliser les bonnes ressources. Et entendre ça, c'est vraiment précieux. Parce que quand on est au milieu d'une crise, on se sent tout petit, on se sent fragile, chancelant, instable, exposé et vulnérable. Le deuxième intérêt, c'est de faire apparaître le processus de résolution de problèmes. Un peu comme ce que les militaires font quand ils font des rétex, vous savez, ces retours d'expérience. Ça consiste simplement à analyser rétrospectivement une situation afin d'en tirer des enseignements pour améliorer des pratiques futures. Autrement dit, on est dans un processus d'apprentissage. Donc les 3 facteurs à retenir pour les ressources externes sont 1. Obtenir de l'aide extérieure plutôt que chercher à tout gérer tout seul, l'aide pouvant être matérielle ou émotionnelle. 2. Identifier et s'inspirer de modèles extérieurs, personnes ou cas comparables, ayant traversé des crises similaires. Amis, témoignages, livres, etc., etc. 3. Mobiliser l'expérience de crise passée déjà traversée et en extraire des leçons concrètes. Parfois, on peut avoir le sentiment que les ressources extérieures sont minces ou indisponibles. Mais il y en aura toujours une, même minime, sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour commencer. Et on en arrive maintenant aux ressources internes. Ressources internes et capacité d'adaptation. Voilà où nous en sommes. On a bien identifié le problème, on sait exactement ce qu'on doit affronter, on a réussi à appeler un ami, on a repéré un bouquin à lire qui pourrait nous donner des pistes. L'étape suivante, ça va être se mobiliser. Mais pas n'importe comment. Vous vous souvenez que Jared Diamond est américain. Donc son modèle charrie le vocabulaire de l'assertivité
et de l'affirmation de soi. Mais on va voir comment on peut injecter un peu de notre culture latine dans tout ça. D'abord, il va falloir, dit-il, affirmer sa volonté et sa capacité à affronter la crise. C'est-à-dire trouver la force et prendre la décision de se dire « Allez, j'y vais, j'affronte ce qui m'arrive ». Parce que oui, n'oubliez pas que conscientiser le problème, c'est effectivement la première étape. Mais se dire « Allez, go, je vais mettre tout en œuvre pour le résoudre, même si je sais que ça va me coûter », ça, c'est une autre étape. On passe de la pensée « je peux le faire » à « concrètement, je le fais ». Et cette étape, elle est importante. Parce que c'est le moment où on intériorise qu'on a la capacité réelle de traverser la crise. Oui, on ne sait peut-être pas encore comment, mais on y va. Et vous voyez que tout ça va venir mobiliser la confiance en soi. Alors, je rappelle juste brièvement ce qu'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ce que je me sens capable de faire. Autrement dit, c'est la croyance que j'ai en mes propres capacités, en mes propres compétences, en mon propre jugement pour réussir une tâche ou affronter une situation donnée. Ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui se construit notamment avec l'expérience, avec l'observation, l'analyse et les feedbacks. Ensuite, il va falloir mobiliser 2 compétences majeures, la persévérance et la patience. Parce que résoudre une crise, c'est souvent complexe. C'est un peu comme un système qui fuit à plusieurs endroits. On va faire un patch quelque part, puis s'assurer qu'il n'y a pas de fuite ailleurs, et après, ça va augmenter la pression dans le système et peut-être provoquer une autre fuite ailleurs quand même, et peut-être que notre patch va fonctionner quelques jours, puis se désagréger, donc il faudra trouver des matériaux plus solides pour le patch, etc., etc. Vous voyez un peu ? Résoudre une crise, c'est très loin de un problème égale une solution. Il va falloir accepter d'être flexible, de se réadapter, de réessayer plusieurs fois sans perdre patience, d'ajuster ses solutions, parfois même d'aller chercher des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et pour ça, je vous renvoie à l'épisode 43 où je parle créativité et méthode des chapeaux. Alors il est vrai que quand on a déjà des valeurs solides en soi, des repères fiables, et qu'on peut s'appuyer sur certaines convictions, c'est plus facile. Les valeurs jouent le rôle de boussole interne quand tout vacille. Quand elles ne sont pas claires, le risque, c'est de naviguer à vue. Résultat, la crise est ressentie comme encore plus chaotique. Ça, c'est vraiment quelque chose à construire et renforcer en dehors de la crise. Mais on y reviendra. Enfin, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais prendre en compte le contexte est essentiel. Dans quel cadre agissons-nous ? Quelles possibilités me permettent mon environnement ? Par exemple, concrètement, qu'est-ce que je peux me permettre d'un point de vue économique ? Parce que oui, si j'en reviens à mon histoire de crise de couple. Bon, maintenant on en est à l'étape de peut-être envisager une séparation ou un divorce. Cela veut dire un impact individuel, émotionnel bien sûr, familial, mais aussi sur le niveau de vie. Et le niveau de vie impacte directement des choses élémentaires, comme pouvoir avoir un lieu où je me sente bien et en sécurité si je dois déménager, pouvoir subvenir à mes besoins de base et à ceux de mes enfants si j'en ai, me nourrir correctement, avoir accès au transport pour aller voir mes amis, faire du sport, etc. En analysant tout ça, on verra qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Exemple typique, un couple séparé avec des enfants en garde alternée. Eh bien dans ce cas, difficile d'envisager de déménager loin l'un de l'autre. Mais il y a aussi des blocages qui apparaîtront au fur et à mesure du déroulement de mon plan d'action et qui seront à travailler. Si je reste sur mon exemple de la séparation, ça peut être ma peur d'affronter la solitude, mon niveau de confiance en moi sur des sujets aussi divers que la logistique, l'émotionnel, ma capacité à traverser des ruminations, etc., etc. Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai entendu « ça fait 20 ans que je vis avec lui ou elle, je ne serai pas capable d'eux ». Et là, je vous laisse compléter.
de m'occuper d'une maison seule, de rencontrer de nouveau quelqu'un, d'organiser ma semaine avec les enfants, de me sentir bien seule, etc., etc. Alors résumons cette partie. Mobiliser les ressources internes, c'est avoir en tête les 5 points suivants. 1. Rassembler sa force. Que la force soit avec vous, comme dirait Maître Yoda. C'est-à-dire, plus sérieusement, affirmer sa volonté et sa capacité à affronter la crise. 2. Patience et persévérance. Accepter que la résolution de crise soit parfois longue et nécessite de multiples essais, jonchés de pas mal d'erreurs. Mais ça, c'est normal. 3. Flexibilité, adaptabilité. Être prêt à changer de stratégie en cours de route si nécessaire. Explorer plusieurs solutions et ajuster la trajectoire. 4. Les valeurs fondamentales. S'appuyer sur ses principes et convictions. Et ça se travaille en dehors de la crise. 5. Prendre en compte les contraintes et le cadre extérieur plus large. Environnement, contexte géopolitique ou socio-économique. Et se libérer dans la mesure du possible des barrières qui limitent l'action. On a vu que ces barrières pouvaient aussi être nos propres plafonds de verre. Rebâtir après la crise, vers où aller et comment. Sortir de la crise, ce n'est pas juste sortir la tête de l'eau. C'est choisir dans quelle direction aller. Et ça, vous êtes la personne la mieux placée pour le décider. Le cap, la direction. Pour compléter le modèle de Jared Diamond, il me semble qu'il manque une chose absolument essentielle. Quelque chose qui ne relève pas de la survie, mais de l'après. Comprendre vers où la personne ou le système veut aller une fois la crise passée. Souvent, quand on pose cette question en pleine crise, la réponse c'est « je ne sais pas ». C'est vrai, et parfaitement logique. À ce stade, l'esprit est souvent encore pris dans la sidération ou saturé de ruminations du type « c'est une catastrophe ce qui me tombe dessus, comment je vais faire, est-ce que je vais être capable de m'en sortir, etc. » Rappelez-vous que la sidération est une des réponses physiologiques en cas d'urgence. Autrement dit, quand le cerveau est occupé à survivre, on ne peut pas se projeter. La crise altère notre capacité de projection dans l'avenir. Donc la projection est un bon indice que la personne est en train de sortir de la crise. Cela veut dire qu'elle a retrouvé de la place pour penser, qu'elle est en train de sortir de l'urgence. Alors si vous êtes une ressource extérieure à la crise, une personne tierce apportant son soutien, il me paraît essentiel d'amener les personnes en crise petit à petit, et au bon moment, à reprendre les manettes de leur machine à penser. Et ça, du côté de la personne qui vit la crise, ça commence rarement par formuler ce qu'elle veut. Souvent, ça commence par énoncer ce qu'elle ne veut plus pour après. C'est mettre des mots sur ce qui n'est plus acceptable, sur ce qui fait trop mal, sur ce qui n'a plus de sens. Peu à peu, en éliminant ce qui n'est plus viable, vous verrez se dessiner un horizon de l'avenir souhaitable après crise. Et cette étape est importante. Pourquoi ? Parce qu'en cas de crise, nous sommes humains, hein ? Nous allons chercher en priorité le soulagement. Or, le soulagement à court terme n'est pas toujours ce qui fait sens à long terme. Le soulagement est essentiel pour sortir de l'urgence, mais il ne suffira pas. En rester à l'étape du soulagement, c'est un peu comme si vous aviez un couteau planté dans la jambe, que vous arriviez à l'enlever, mais que vous ne vous occupiez pas ensuite de désinfecter, cautériser, recoudre, et le risque, c'est la septicémie. Le but premier, c'est la survie, oui, mais ensuite, si on survit, on préfère quand même se balader avec une jolie cicatrice sur sa jambe, plutôt qu'une jambe en moins qu'il aurait fallu amputer. Vous voyez l'idée ? Si je le dis autrement, il s'agit de redonner une direction à ce qui est vécu, de remettre du sens dans le chaos que vit la personne.
Oui, là vous vivez une crise. C'est terriblement inconfortable. Mais il y aura un après. Alors, c'est quoi l'après dans lequel vous souhaitez vivre, vous ? Et qu'est-ce qu'on va mobiliser ici ? Le désir, la pulsion de vie, la vitalité, la capacité de projection, d'imagination, de créativité. Ça vient redonner de l'élan là où tout semblait figé. Et c'est précisément cet élan qui va servir de carburant à la stratégie de sortie de crise. Parce que sans désir, il n'y a que des plans théoriques. Se préparer maintenant. Vous voyez que ce cadre ne sert pas uniquement à comprendre ce qui se joue pendant une crise. Il offre aussi des repères très concrets pour s'y préparer bien en amont, quand tout va encore bien ou à peu près bien. Si je reprends les 3 grands ensembles dont nous avons parlé, il y a déjà beaucoup de choses que l'on peut travailler hors crise. Affiner sa capacité à analyser les situations et les problèmes, prendre l'habitude de faire régulièrement une auto-évaluation honnête de ses forces, de ses fragilités, de ses limites, mettre en place des lectures, des apprentissages, des compétences qui nous semblent utiles. Se préparer, je le rappelle, ce n'est pas chercher à tout anticiper. C'est identifier ce qui, le jour où ça vacille, pourra servir de point d'appui. Du côté des ressources extérieures, il y a bien sûr la question du repérage, mais surtout celle du lien. Je suis certaine que vous savez déjà quel ami appeler quand vous avez un coup de mou. Mais savez-vous de quoi est fait votre environnement proche ? Qui sont vos voisins ? Est-ce que vous avez l'habitude d'échanger quelques mots avec eux ? À qui pourriez-vous demander un service, un outil, un coup de main ou simplement partager un café ? En situation de crise, les liens de proximité comptent énormément, parfois plus que les liens avec des amis éloignés, mais qui ne pourront pas être là physiquement avec vous. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne traverse pas les périodes difficiles en autarcie. Et puis, il y a les ressources internes. Qu'est-ce qui fait repère pour vous ? Qu'est-ce qui vous sécurise vraiment maintenant ? Quels sont vos points d'appui intérieurs ? Comment avez-vous fait pour traverser les crises précédentes dans votre vie ? Et quels sont vos non négociables aussi ? Est-ce que vous êtes conscient de vos limites ? Est-ce que vous travaillez à les repousser ne serait-ce qu'un tout petit peu ? Et attention, quand je parle des ressources internes ici, je ne parle pas uniquement d'introspection ou de réflexion, de rester dans l'intellect. Oui, il y a un temps pour penser, mettre du sens, analyser. Mais ça doit impérativement s'accompagner d'un temps où le corps s'anime et se met en mouvement. Nous ne sommes pas des esprits éthérés, nous sommes des êtres de chair et de sang. Marcher, respirer, bouger, faire du sport, sentir ses appuis dans le corps, ancrer les expériences dans le corps, tout cela participe pleinement à la régulation psychique et à la préparation. Enfin, j'insiste, mais surmonter une crise, ce n'est pas chercher à tout transformer. C'est aussi identifier ce qui restera stable, quoi qu'il arrive. Ces appuis, une relation, une activité, une valeur, un rituel, sont souvent les garants d'une continuité malgré tout, qui peut nous tenir dans l'adversité. Un peu de familier vers lequel se rasséréner. Et puis, il y a une chose essentielle à garder en tête. Ce travail de préparation s'inscrit dans le temps long. Il ne se fait pas en un week-end, ni avec une checklist magique, ni en amassant compulsivement des boîtes de conserve. C'est comme d'habitude, petit à petit, qu'on arrive à construire de la solidité en soi et à l'extérieur de soi. Finalement, se préparer, c'est créer un espace entre l'angoisse que fait surgir l'urgence et la sidération qu'elle peut provoquer. Un espace qui permet le jour venu de répondre plus tranquillement, ce qui veut dire aussi avoir plus de choix possibles devant soi. Conclusion. Le message de cet épisode, c'est que nous avons, et vous avez, la capacité d'agir. Avec toutes les chaînes d'infos en continu, les mauvaises nouvelles, le sentiment d'effondrement ou de déclassement qu'on peut ressentir face à la situation économique actuelle, tout cela
peut nous donner un sentiment d'impuissance. Le risque, c'est de vivre en retenant son souffle et d'adopter une posture d'hypervigilance en mode « oulala, quand est-ce que ça va vraiment s'effondrer ?» ou alors « oulala, quand est-ce que cette catastrophe va me tomber dessus ?» Et ça, c'est terriblement paralysant. Et il me semble que l'enjeu actuellement, c'est d'éviter la paralysie ou l'engourdissement. Des crises, il y en aura, individuelles, collectives, intimes ou systémiques. La principale difficulté que nous rencontrons, c'est de refaire face à l'inconfort. Or actuellement, la société n'enseigne plus comment affronter l'inconfort. Comment traverser les déceptions sans les vivre comme des échecs. Comment accepter de se tromper et l'assumer. Nous n'avons plus de modèle de responsabilité. Alors que l'exemplarité et le sens moral devraient être les véritables moteurs de l'action, bien avant la réussite financière ou le pouvoir. Alors si vous deviez garder une seule idée, ce serait celle-ci. Une crise n'enlève pas tout. Elle désorganise, oui. Elle effraie, oui. Et surtout, elle amène du brouillard. Mais vos ressources, elles sont toujours là. Elles sont seulement plus difficiles à entrevoir dans ce brouillard. Et c'est pour ça que se préparer compte autant. Pour pouvoir continuer à s'orienter, quel que soit le brouillard, quelle que soit la tempête. Alors j'espère que cet épisode vous a donné des pistes pour retrouver votre capacité d'agir, pour vous mettre en route vers ce qui compte pour vous. Faites-le passer à vos amis, vos parents, à toute personne qui en aurait besoin. Parce que plus nous serons nombreux à fortifier notre manière de conceptualiser la crise, plus nous aurons la capacité morale de la surmonter. Je vous retrouve fin janvier pour le prochain épisode. Et puis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de mieux pour cet épisode que ça ? Que la force soit avec vous. Je vous dis à très bientôt.